Bien, chers amis radicaux, merci à vous pour votre patience, pour nous écouter jusqu'au bout. Moi, je voudrais surtout, à ce moment de notre matinée, vous dire et vous adresser à tous, amis radicaux, un immense merci. Parce que, enfin, après 2 ans où il nous a fallu discuter entre nous de notre ligne politique, de nos alliances, de nos positionnements, nous avons enfin pu consacrer la totalité de nos échanges à ce qui est l'essentiel dans un engagement politique, c'est-à-dire la première étape de la construction de notre programme, c'est-à-dire l'incarnation de nos idées, c'est-à-dire ce qui fait notre visibilité et notre force auprès des Français. Donc vraiment, merci à vous, parce que la question que ça pose, c'est celle de savoir à quoi ça sert d'adhérer à un parti politique aujourd'hui en 2019, alors que toutes les bases de la démocratie sont secouées et qu'il y a 1000 façons de s'engager pour l'avenir de la planète, que ce soit à travers les associations, les ONG ou tant d'autres choses. Claude Malhuret l'a dit, il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Je ne vous cache pas que l'ancien monde, qui a beaucoup été utilisé depuis 2 ans, résonne assez mal aux oreilles d'un radical. Parce qu'on a toujours l'impression vague de se sentir visé quand on sait que le monde actuel n'était pas encore né, que le parti radical avait déjà vécu plusieurs vies et s'était réincarné déjà plusieurs fois dans différentes formes. Mais aussi, c'est au nom de cette ancienneté, de cette longévité, qui est aussi le symptôme d'un acharnement à survivre et d'une irrésistible capacité à rebondir, que nous pouvons aussi vous dire que notre conviction profonde, c'est que, au-delà des périodes d'enthousiasme et d'euphorie qu'on peut connaître dans les alternances, l'ancien monde, la France y vit encore. Il continue de protéger notre pays et le nouveau monde, en réalité, il est encore devant nous. Et dans ce nouveau monde, mes chers amis, il est très probable qu'un pays comme la France, on ne lui fera pas de cadeau. Et ça a été dit par Romain Gros avec la verve de quelqu'un qui a été, dans sa jeunesse, formé chez les radicaux et qui donc reste un radical, comme Jacques Chaban-Delmas, le maire historique de Bordeaux, puisque quand on l'a été une fois, on le reste toute sa vie. La période est difficile, mais nous n'avons encore rien vu. Il y a le défi climatique qui nous attend. Nous avons passé tout l'été à parler de la fonte de l'Arctique, des incendies en Amazonie, de la sécheresse, de la canicule. Il y a le défi économique. Moi, je suis vice-président à l'économie dans ma région. S'il faut voir la montée en puissance des pays émergents, leur capacité à mettre la main sur le marché des matières premières, le marché de l'énergie, bientôt sur les marchés financiers, sur les ressources d'innovation technologique. Il faut voir le défi qui nous est porté, l'énorme effort qu'il faudra faire sur nous-mêmes pour préserver notre puissance économique. Et puis, il y a le défi démographique. Nous étions, il y a 40 ans, 2,5 milliards sur cette terre. Nous sommes 7 milliards et le mouvement ne fait que commencer, avec des conséquences qui sont évidemment incalculables en termes de climat, en termes de flux migratoires. Et à chaque fois, face à l'ampleur des défis, nous avons toujours le même obstacle, et ça a été dit, il a un seul nom, c'est le mot populisme. Et le populisme, on peut le définir de toutes les manières qu'on veut, à des degrés divers, c'est toujours le refus par les opinions publiques parce qu'elles ne sont pas préparées, parce qu'elles ne sont pas généralement aussi informées, c'est le refus des adaptations qu'un certain nombre de dirigeants leur présentent comme inexorables. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui menace de paralyser l'Europe et c'est ce qui menace de renvoyer notre continent sur la voie du déclassement. Et ça, on le voit, c'est quelque chose de fondamental qui pulvérise tous les piliers sur lesquels nous avons construit notre vision de l'avenir, la foi dans le progrès. Moi, quand j'étais lycéen, il y avait un livre qui faisait fureur qui s'appelait « La mondialisation heureuse ». Plus personne aujourd'hui n'oserait écrire un titre pareil. On a eu des débats sur le numérique. Il y a eu l'idée que le numérique allait apporter la proximité, le lien, la facilité. On voit bien aujourd'hui qu'il apporte aussi des effets de rupture, des fractures, des inégalités qui sont très dangereuses pour la cohésion nationale et pour l'égalité des chances. Et puis, il y a eu aussi cette conviction que la transition écologique allait être faite dans l'enthousiasme et sans douleur. Et on voit bien aujourd'hui ce qu'il en est. Moi, j'ai toujours été frappé. L'année dernière, on a vécu la démission de Nicolas Hulot, qui quittait le gouvernement. Et quelques jours après, dans mes déplacements dans la région, je dînais avec des amis écologistes qui disaient « c'est vrai que la période est dure, mais il y a quand même une prise de conscience écologique qui aujourd'hui est consensuelle et unanime. » On a vu ce qu'il en était quand, 1 mois plus tard, la perspective de
d'augmenter les impôts sur le diesel a mis le feu aux poudres et déclenché une contestation généralisée du système. En réalité, on est aujourd'hui face à une situation où la contestation sur les nécessaires transitions, elle est partout, et où le risque pour les républicains que nous sommes, c'est de nous faire enfermer entre une opposition entre la décroissance, un écologisme dur, qui serait le privilège des villes, des gens qui ont les moyens de penser à l'avenir de la planète, et pour tous les autres, le nationalisme pour les ouvriers, pour les campagnes, pour les paysans, pour les artisans. C'est ce qu'on a vécu à un moment donné au plus fort de la crise des Gilets jaunes, où il n'y avait plus que ces deux discours qui s'opposaient, et c'est ce contre quoi il nous faut aujourd'hui nous mobiliser et réaffirmer quelque chose de très simple, mais qui est au cœur de notre engagement, c'est la conviction que le progrès, ça existe, que la République, c'est un projet pour le pays, et que la République, c'est d'abord et avant tout la capacité de l'homme à surmonter les problèmes qui lui sont posés, la capacité de l'homme par l'éducation, par la culture, par l'émancipation de l'esprit, par l'innovation technologique, par la science, à permettre de surmonter à la fois les difficultés et de faire prévaloir un avenir collectif. C'est la capacité par la démocratie et par l'action collective à permettre à chacun de choisir son destin, de maîtriser sa vie et de s'inventer son propre avenir. Ça, c'est un discours qui aujourd'hui est menacé dans son fondement entre tous ceux qui pensent que le progrès a échoué, qu'il faut soit à tout abandonner, et la décroissance de certaines activités est nécessaire, mais on ne pourra pas assurer la décroissance de toute l'économie, parce qu'on ne saura même plus financer notre modèle social. Et j'ai été stupéfait par le visionnage d'une vidéo où on voyait Yves Cochet se promener dans son jardin et nous décrire ce qu'allait être sa vie quand dans 15 ans tout se serait effondré, qu'il n'y aurait plus ni électricité ni voiture, et comment il allait survivre avec là un petit coin pour son potager et là un petit coin pour son bois, pour son chauffage. Bon, je l'ai connu il y a longtemps, ça m'a vraiment troublé sur à la fois notre avenir psychologique et sur la nature et la solidité du débat public dans notre pays. Et de même, à l'autre extrême, tous ceux qui disent que le progrès a échoué et qu'il n'y a une seule réponse, c'est le repli sur soi. Hein. C'est l'Américain qui ne comprend pas pourquoi un SUV qui consomme 13 litres au 100 n'est pas le meilleur moyen d'aller d'une ville à une autre. C'est l'exploitant amazonien qui ne comprend pas pourquoi tout le monde fait un pataquès sur l'incendie qui est en train de ravager le fond de son champ. C'est le citoyen allemand, italien qui ne comprend pas pourquoi il devrait payer et faire des efforts alors qu'on a encore les moyens d'accueillir des migrants. Tout ça, c'est l'ennemi qu'il nous faut combattre et c'est ce contre quoi il nous faut réaffirmer le cœur de nos valeurs. Le cœur de nos valeurs, c'est le progrès. On le partage avec d'autres formations, avec le président de la République et ses amis, avec la droite modérée, avec la gauche réaliste. Moi, je suis un radical de gauche et je le resterai toute ma vie, même si notre parti aujourd'hui regroupe des hommes de gauche et des femmes de gauche comme de droite. Donc je suis toujours sensible à ce qui se passe, par exemple, chez nos amis socialistes. J'ai vu à La Rochelle nos anciens amis hisser haut la bannière de la social-écologie. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important et de fondamental. C'est vrai qu'il faut dire que nous avons besoin de règles, que les inégalités sont porteuses de déséquilibres qui menacent l'ensemble de notre modèle social et de notre avenir. Mais c'est vrai aussi, et il faut le dire, que nous avons besoin de liberté. Et je crois que le message qu'on doit porter et la question qu'on a posée à travers l'idée de la révolution par les territoires, c'est l'idée que la société, l'économie dans laquelle nous vivons, où il faut des organisations agiles, où il faut pouvoir redonner de la liberté au niveau local, redonner aux hommes et aux femmes qui sont sur le terrain la capacité de s'inventer un destin, eh bien, c'est le nœud de tout. Et le nœud gordien, comme dirait Pompidou, celui qu'il nous faut trancher, moi je vous le dis en tant qu'élu radical, c'est le nœud de l'hypercentralisation parisienne, non seulement dans l'État, mais dans tous les domaines de la vie de notre pays. Je crois qu'on a tous vu des entreprises, des usines qui produisent énormément de valeur ajoutée, mais qui attendent parfois des années pour avoir le droit d'avoir une autorisation du groupe pour mener les investissements nécessaires, y compris en matière de transition industrielle. On a tous vu des syndicats hésiter à s'engager dans des négociations locales parce qu'il fallait attendre un congrès des organisations centrales à Paris. On a tous vu dans les administrations des commissariats, des bureaux qui attendaient
une autorisation ou un déblocage de crédit de Paris pour pouvoir continuer à avancer. Ce modèle-là, il a fait la force de la France quand il fallait pouvoir affronter d'autres grandes puissances en temps de guerre, mais dans un moment où il faut tout miser sur l'innovation économique, sur le dynamisme technologique, c'est notre principal handicap et c'est ce sur quoi il faut combattre. Et donc, il faut dire et affirmer qu'il faut du contrat dans les branches, dans les entreprises. Il faut pouvoir dire et affirmer que la décentralisation, elle est nécessaire. Nous avons eu hier des débats, jacobins, girondins, l'État. Moi, je suis partisan d'un État fort. Mais on ne peut pas aujourd'hui, quand on est élu, dire que la décentralisation est quelque chose qui pose problème. On est tous élus. Regardez les éléments les plus évidents de la vie quotidienne en matière de numérique. Qui a libéralisé l'accès au numérique et laissé la bride aux grands opérateurs dans le câblage et le déploiement du très haut débit? C'est l'État. Qui met en permanence au pot pour pouvoir financer les boucles, le très haut débit et la fibre à l'habitant? Ce sont les élus locaux. Sur le rail, qui pense à chaque fois qu'il faut fermer les petites lignes? C'est l'État. Qui met encore cette année 3 milliards sur la table pour rénover tout le réseau ferroviaire et le mettre au niveau? Ce sont les collectivités. Le bio, il faut pouvoir dire, on en a parlé hier, que s'il n'y avait pas eu la délégation aux régions d'un certain nombre et aux collectivités d'un certain nombre de compétences, il n'y aurait pas aujourd'hui un tel développement du bio et de l'agriculture bio dans notre pays. Et ça vaut pour tous les domaines, pour les lycées, pour les collèges. À un moment donné, la décentralisation, elle est nécessaire et c'est aussi une décentralisation qui est une clarification. Donc ce projet, il faut le dire, et je pense, et ce sera ma conclusion, qu'il faut surtout avoir très clairement au cœur une conviction, c'est qu'il faut être fier d'être élu. Moi, j'ai connu toute ma jeunesse des apparatchiks arrogants qui nous regardaient de haut en nous disant « vous êtes un syndicat d'élus ». Eh bien, je crois qu'il faut l'assumer. D'abord parce que ces apparatchiks ont généralement disparu depuis 2 ans et que maintenant ils vivent d'autres vies ailleurs dans le vaste monde, mais surtout parce qu'être élu aujourd'hui, c'est une force et on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes. On a eu avec Laurent un moment, un meeting à Rochefort où une trentaine de Gilets jaunes s'étaient invités. Ça a été un moment un peu confus. Et il y en avait un qui était à côté de moi et qui poussait tous les autres à crier « Le peuple, c'est nous ». Ben, moi, je vais vous dire une chose. Quand on a affronté une fois le suffrage universel, quand on a fait une fois une vraie campagne électorale, quand on a été une fois élu, on ne dit pas « le peuple, c'est nous ». Alors, sauf Jean-Luc Mélenchon, qui dit « la République, c'est moi ». Mais à part ça, tous les autres parlent généralement de la République et du peuple avec beaucoup plus de modestie et d'humilité. Donc, il faut être fier de ce qu'on est. Nous sommes un parti d'élus. Nous avons réussi aujourd'hui, et au cours de ces 2 jours, à rassembler plus de 600 élus, qui sont tous des militants. Il faut rappeler que un élu, c'est un citoyen qui s'est engagé, c'est un militant qui a réussi, c'est quelqu'un qui, pendant des années, parfois, a consacré tous ses week-ends, toutes ses soirées à écouter les autres. Donc vraiment, bravo à vous. Et Maurice Faure a souvent dit, et ce sera ma conclusion, tout le monde a été et ou sera radical socialiste. Donc en avant les radicaux et vive la République. Merci à vous.